Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous ont d'ores et déjà rejoints pour ce webinaire, ce nouveau webinaire que nous allons vous présenter aujourd'hui en partenariat avec le groupe Vive sur un sujet qui vous intéresse puisque vous vous êtes inscrits, bien entendu, et qui donc concerne la mise en place des retours d'expérience dans vos entreprises, dans vos structures. Comment faire, comment et pourquoi le faire. Donc, nous sommes contents de vous accueillir autour de ce sujet. Ce que je vous propose, donc, très rapidement, moi-même, je suis Ségolène Journoux, je travaille à l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Et donc, j'interviendrai aujourd'hui avec des invités. Déjà notre partenaire, Nicole Chaussin, qui est responsable de l'offre santé et qualité de vie au travail du groupe Vive, qui également va avoir dans un instant l'occasion de se présenter et présenter donc le groupe, mais aussi Emmanuel Paradis, qui est chef de projet santé et qualité de vie au travail chez Corum, qui fait partie également du groupe Vive et qui va pouvoir s'exprimer en tant que témoin par rapport à la mise en place de cette méthode REX dans une structure. Et puis enfin, Édouard Robin, qui est chargé de mission à l'agence aussi, à l'ANACT, et qui vous présentera plus en détail comment on s'y prend avec une méthode que nous avons développée et qui est encore en expérimentation d'ailleurs au niveau de l'agence et de notre réseau d'art. Alors, Nicole, ce que je vous propose, c'est peut-être de nous dire en quelques mots qui est le groupe Vive. Oui, bonjour à tous. Merci Ségolène. Vive est né en 2017. Il est le fruit du rassemblement des différentes mutuelles que vous voyez ici représentées au travers de leur logo. La mutuelle Corum, Harmonie Mutuelle, la MGFI, le groupe MGEN, la mutuelle Margaillard, la MNT et SMAC Assurance. Le groupe Vive, en se rassemblant, en fait, poursuit un double engagement: contribuer à la rénovation du système de protection sociale et à la fois accompagner tout au long de la vie les adhérents et apporter des réponses aux entreprises privées et publiques. Quelques éléments chiffrés pour justement bien matérialiser le groupe Vive. C'est près de 11 millions de personnes protégées, c'est 10 000 élus locaux, militants sur le terrain, sur les territoires. C'est également plus de 89 000 structures clientes en santé et prévoyance et 45 000 collaborateurs, là aussi répartis sur l'ensemble du territoire de France. Pour justement focuser sur des dispositifs d'accompagnement auprès de nos adhérents, auprès des entreprises, une illustration, le groupe Vive en fait a développé une offre de prévention dans le champ de la santé et de la qualité de vie au travail pour agir sur leur performance, développer à la fois le développement conjoint des organisations et des personnes. Alors, ça se traduit par un conseil personnalisé par un spécialiste de la mutuelle, des services adaptés aux besoins des organisations, l'accès à des réseaux nationaux de consultants experts, permettant ainsi que chaque employeur puisse bénéficier d'un accompagnement personnalisé en santé, qualité de vie au travail. Et Emmanuel pourra tout à l'heure vous présenter une illustration concrète d'un exemple de ce type de dispositif. Voilà, Ségolène. Merci Nicole pour cette présentation très claire. Du coup, ça nous donne une meilleure idée de pourquoi votre présence effectivement à nos côtés en tant que partenaire sur ce sujet. Alors, nous, l'ANACT, très brièvement une présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes une agence nationale sous tutelle du ministère du Travail. Nous agissons depuis plus de 40 ans avec la mission de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Donc, nous concevons et nous diffusons des méthodes et des outils pour construire durablement la qualité de vie au travail et la performance.
d'où la présentation de la méthode que nous allons vous présenter, qui a été développée depuis le printemps dernier, à l'occasion effectivement de la crise sanitaire, pour aider les entreprises à tirer les enseignements de ce qu'elles ont vécu et de comment elles se sont mobilisées, et aussi de ce que ça leur demande aussi en termes d'actions à mettre en place. Donc, nous avons une agence nationale qui est basée à Lyon, où je suis aujourd'hui, et nous avons également des associations régionales, les ARAC, dans chacune de vos régions, pour vous accompagner donc au plus près de vos territoires et avec les acteurs également concernés par ces différents sujets. Donc, ce que je vous propose comme programme aujourd'hui, comme déjà un petit peu dévoilé, nous allons avoir un témoignage avec Emmanuel Paradis qui va nous raconter comment ça s'est passé dans une structure, effectivement, cette mise en place, le retour d'expérience. Nous aurons donc une focale un peu sur les repères méthodologiques avec Édouard, qui nous précisera effectivement quels sont les éléments de méthode développées par notre réseau sur la mise en place de ces REX. Bien sûr, nous aurons des temps de questions-réponses. Pour revenir sur ce point, vous avez vu que vous avez un chat que vous connaissez bien pour tous ceux qui sont, j'allais dire, habitués au webinaire maintenant. Donc, vous avez l'occasion de poser vos questions tout au long de nos présentations et puis on viendra à des temps donnés pour reprendre certaines d'entre elles et effectivement vous apporter quelques réponses. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout traiter, mais on est là à votre écoute sur vos questions, donc n'hésitez pas. Et puis, en dernier temps, pour aller plus loin, on regardera plus précisément à la fois le CONFIF, mais aussi nous, l'ANACT, qu'est-ce que nous vous proposons comme outil pour vous aider sur ce sujet. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on vous propose un premier sondage express. Édouard, raconte-nous un petit peu comment ça se passe, ce sondage. Alors, deux premières questions pour rentrer un peu dans le vif du sujet que je viens d'ouvrir dans l'onglet sondage que vous trouverez à droite, à côté du chat. Vous pouvez répondre à deux questions pour un peu voir où vous en êtes dans vos organisations sur des démarches de type retour d'expérience qui auraient été déjà lancées ou qui seraient prévues pour les périodes à venir. Donc, le sondage est ouvert, juste sur votre droite, à côté du chat. Ok, donc on vous laisse répondre et assez rapidement, on commence à voir les premières tendances sur cette question. Ah, ça se rééquilibre. Alors, vous êtes nombreux en ligne, donc effectivement, le temps que tout le monde puisse se saisir de ces questions. Et on voit que finalement, ça s'équilibre sur ces deux questions. On va laisser quelques secondes. Ça se stabilise. Voilà. Donc, on arrive effectivement à un point d'équilibre avec, sur la première question, dans votre organisation, avez-vous déjà mis en place une démarche de type retour d'expérience? 48-51, donc c'est vraiment équilibré, plutôt, voilà, oui et plutôt non, mais avec quand même beaucoup de oui, donc c'est assez équilibré. Donc, c'est intéressant aussi, du coup, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà mis en place, de commenter peut-être au fil de nos échanges dans le chat aussi ce que ça a produit ou dans quel contexte vous l'avez mis en place. Et puis, également dans la deuxième question, toujours dans votre organisation, est-il prévu de le faire dans les prochaines semaines? Donc là, ça concerne notamment aussi ceux qui ont répondu peut-être non. Et on voit que pour beaucoup aussi, oui, il y a aussi cette idée de poursuivre, en tous les cas, de tirer des enseignements de ce que vous avez vécu avec du REX. Donc, on espère pouvoir vous éclairer avec à la fois le témoignage d'Emmanuel, mais également les apports méthodes qu'on pourra vous donner. Donc, Emmanuel,
Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, en ce qui vous concerne, en tant que chef de projet santé qualité de vie au travail, comment une mutuelle de prévoyance dédiée à un secteur, notamment à l'économie sociale et solidaire, a finalement joué un rôle par rapport à ce que ces structures adhérentes ont vécu pendant la crise. Bonjour à tous. Donc, Quorum accompagne, donc dédié à l'économie sociale et solidaire, donc les associations, les mutuelles, l'ensemble du secteur non lucratif. Quorum accompagne ses adhérents depuis 2008 sur toutes les questions de santé et qualité de vie au travail. Donc, c'est une pratique inscrite dans l'accompagnement. Donc, en novembre 2020, on a tout simplement envoyé un message à nos adhérents, donc qui sont des adhérents en collectif. Hein, c'est des entreprises de l'économie sociale et on accompagne donc les démarches santé et qualité de vie au travail en termes d'appui au pilotage, d'appui au déploiement de démarches santé et qualité de vie au travail menées par les directions en lien avec les représentants du personnel. Pour situer le cadre, donc on a envoyé à nos adhérents un message simplement rappelant qu'il était possible de les accompagner pendant la crise sanitaire, y compris sur des questions nouvelles liées à ce contexte. Et donc, l'action que je vais retracer ici, c'est une association de la branche de l'animation socio-culturelle, qui a souhaité cet accompagnement et dont je vais vous faire part. Donc, c'est une structure d'environ 450 salariés qui intervient en milieu urbain, qui gère des centres d'animation tout public, donc aussi bien des activités pour adultes, pour enfants, multi-activités. Donc, vous avez des événements, des projets, des actions de long terme, des cours, donc de gym, de musique, de dessin, de théâtre, de yoga, etc. Voilà, des activités très variées, comme il y a souvent dans ce type de centre. Et donc, avec des équipes permanentes et beaucoup d'animateurs, de professeurs à temps partiel. Donc j'imagine des activités très impactées par le premier confinement. Alors, le premier confinement, donc nous, on a commencé à travailler avec eux sur cet accompagnement, effectivement, à partir de novembre 2020. Donc, le premier confinement avait été brutal, pas anticipé, comme tout le monde. Et donc, sur 450 salariés, ils avaient arrêté la quasi-totalité de l'activité et ils n'avaient gardé que 10 salariés travaillant. Tous les autres étaient en chômage technique. En juin dernier, ils avaient fait un bilan en associant l'ensemble des équipes salariées et ils s'étaient rendus compte que cette période avait été très difficile à vivre pour les salariés. Et donc, ils ont abordé le deuxième confinement d'une manière très différente. Ils ont choisi de maintenir au maximum de l'activité. Donc, ils ont conservé 80 salariés qui étaient salariés normalement. Et pour tous les autres, un minima, une réunion en visio une fois par semaine qui était du temps de travail pour maintenir le lien et des propositions de formation à distance ou des propositions d'action ponctuelle. Par exemple, les centres d'animation étaient fermés, mais certains salariés techniques, par exemple, ont pu venir faire des travaux sur place, des travaux qui auraient dû peut-être se dérouler en 2021 et qui se sont menés en 2020. L'idée étant de maintenir le lien avec le travail, d'une part pour les équipes, et de maintenir le lien avec le public aussi, puisqu'ils avaient constaté à la rentrée 2020, donc sur l'année scolaire, hein, ces structures fonctionnent sur l'année scolaire, une baisse des réadhésions du public, donc avec une volonté de maintenir une activité, donc là à distance, en ligne, pour le public. Donc concrètement, ce qu'on a mis en place avec eux, donc c'est tout simplement des séances thématiques en visio avec une participation libre des salariés.
Sur l'organisation, la structure a mis en place un comité de pilotage, COPIL Santé Qualité de Vie au Travail, qui a un rôle plus global que celui de piloter cette action dans le cadre de la crise sanitaire, du confinement, mais qui a eu sur cette action un rôle de suivi du projet, donc les objectifs, la mise en œuvre. C'est à ce comité de pilotage que le contenu des échanges a été restitué et c'est ce comité de pilotage qui a défini les pistes d'action. Donc, on avait défini des réunions, des séances thématiques, travail à distance et qualité de vie au travail, et outils de la relation, et mal-être et organisation. Et puis, donc, l'inscription était libre avec des groupes relativement restreints, 15 participants maximum, avec un objectif donc, de partage sur le vécu, les difficultés, les idées d'action, une animation la plus participative possible, et à l'issue des réunions, une restitution d'une note de synthèse qui était rédigée par Quorum, avec proposition de pistes d'action complémentaires. Donc déjà, dans le cadre de ces réunions, le premier point important, c'est qu'il y a eu énormément d'échanges très riches qui étaient des sujets qui, bien que la structure ait gardé des réunions de travail normales, des sujets qui n'avaient pas forcément été abordés. Par exemple, les salariés avaient des craintes pour l'avenir, avec la baisse du nombre de cotisations, avec l'arrêt des projets, puisque c'est des structures qui vivent beaucoup sur des projets. Donc, l'arrêt complet du pilotage de projets pendant cette période leur faisait craindre que ça ne redémarre pas ou que ça redémarre lentement. Un autre point qui a été beaucoup discuté et qui n'était pas abordé jusque-là, c'est la perte de sens. Les salariés vivent leur rôle en tant que centre d'animation comme des rôles de porteurs de lien social. Le lien social à distance n'est pas le même. Eux, ils ne le qualifient pas de lien social. Et donc, le fait de maintenir les cours à distance était évidemment vécu comme quelque chose d'intéressant, mais assez contradictoire avec la finalité de l'activité, qui n'est pas de faire du yoga ou de la guitare ou du dessin, mais qui est de faire du lien social en passant par le yoga, la guitare ou le dessin. Un autre point, par exemple, qui n'avait pas du tout été discuté jusque-là, c'est le constat qu'il y avait un manque d'échange sur les pratiques pédagogiques à distance. Ils avaient beaucoup échangé sur les pratiques techniques parce que les outils d'échange à distance, de visioconférence, étaient des outils qu'ils ne connaissaient pas du tout avant le premier confinement, donc il y avait eu besoin de beaucoup, et qu'ils n'avaient pas tellement pratiqué puisque tout était arrêté, donc il y a eu besoin de beaucoup de soutien technique pour que les professeurs, les animateurs se saisissent de ces outils, pour que les participants aussi s'en saisissent, mais peu d'échanges sur la dimension pédagogique. Donc, voilà, quelques exemples. On voit bien, merci pour ce témoignage, on voit bien que ce sont des préoccupations propres à cette structure, mais qui rejoignent les préoccupations que nous avons tous eues quand même en cette période. Donc ça nous parle. Alors, comment vous vous y êtes pris pour animer ces ateliers? Est-ce que c'est une réunion classique? En quoi est-elle différente? Comment ça se passe? Déjà, c'était nous qui l'animions, ce qui est donc nous on est extérieur à la structure. Donc un exemple de déroulement, un petit topo introductif rapide qui représente les objectifs et puis des éléments de repère pour les participants pour qu'ils aient un petit apport, et puis des échanges sur leurs pratiques, leurs difficultés, leurs problèmes de façon assez libre en utilisant des supports de type outils de sondage, questions fermées, questions ouvertes, des tableaux virtuels avec possibilité de poser des post-it, et puis des échanges oraux aussi, évidemment, puisqu'on était en petits groupes. Ensuite, un temps de synthèse et d'exploration de pistes d'action à chaque fois, avec une prise de notes par l'animateur en direct, des apports oraux des participants, donc quelque chose qui était toujours très constructif, et puis une petite synthèse finale. Voilà. Alors, à l'issue, c'est intéressant, peut-être qu'il y a d'autres questions qui vont venir de nos auditeurs sur comment ça se passe, quelles sont les difficultés peut-être rencontrées dans l'animation ou la mise en place de ces ateliers.
Mais avant de regarder tout ça et leurs questions, qu'est-ce que finalement, bon, c'est intéressant de faire s'exprimer les salariés effectivement sur ces différents sujets, mais qu'est-ce qu'il en sort? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que l'entreprise finalement en fait de tout ça et comment elle progresse sur ces sujets? Alors, bien, pas mal de choses. Donc ça a été vraiment une grande satisfaction à la fois pour la structure et pour nous sur cet accompagnement. Donc, d'abord, il y a eu une participation assez active de tous les métiers. Donc, c'était intéressant et des échanges très riches. Je ne vais pas reprendre les exemples que j'ai pu développer. Alors, sur les suites, premier type de suite, déjà une restitution, une synthèse des échanges en direction de l'ensemble des salariés. Nous, donc, on produisait pour la structure des comptes rendus très complets et c'est ce fameux copil SQVT qui a formalisé des synthèses très, très courtes. Deuxième type qui ont été donc diffusées à l'ensemble des salariés. Deuxième type d'action, donc qui là été définie par ce comité de pilotage, des actions directement en lien avec le contexte de crise sanitaire. Donc d'abord, la définition d'une population identifiée comme à risque, les animateurs techniques, donc ceux qui animent ces fameux cours et activités à distance. Donc où ils se sont rendus compte, donc c'est des gens qui sont beaucoup à temps partiel, parfois des temps très partiels. Ils se sont rendus compte que ces animateurs techniques avaient peu d'interaction avec le reste des équipes et qu'ils étaient pourtant porteurs d'une partie importante de la relation avec le public et confrontés à des questions très nouvelles pour eux, puisque ces cours à distance, c'était quelque chose de totalement nouveau. Donc là, ils ont décidé de mettre en place des ateliers intermétiers, donc entre les animateurs de différents types d'activités, intermétiers et intercentres, pour partager sur leurs pratiques et du coup renforcer la réflexion sur justement des choses qui leur tiennent à cœur comme le maintien du lien social malgré la distance ou sur la dimension pédagogique. Et puis deuxième action directement en lien avec le contexte de crise sanitaire, c'est ce qu'ils ont appelé des séances bien-être. Donc là vraiment l'idée de maintenir un cadre permettant une expression des salariés sur leurs difficultés, leurs inquiétudes, puisque les réunions qu'on avait mises en place ensemble avaient beaucoup servi à ça, de le maintenir pendant toute la durée de la crise sanitaire. Et puis, donc c'est le dernier point là sur la diapositive qui s'affiche, la définition d'une action structurante. Et donc, moi, je trouve ça très intéressant parce que le contexte a permis également de faire remonter des choses qui n'étaient pas liées à la crise sanitaire, mais qui étaient peut-être exacerbées par la crise sanitaire. Donc, il faut comprendre que c'est une organisation très pyramidale. C'est-à-dire que chaque centre d'animation est très petit. Donc, les centres d'animation sont regroupés en zones géographiques. Et donc, il y a un responsable du centre d'animation, un responsable de la zone géographique, et puis le siège. Et ils se sont rendus compte à l'occasion de ces échanges que les responsables des centres d'animation avaient des échanges avec leur hiérarchie directe, donc le responsable de secteur, des échanges avec leurs équipes, mais jamais d'échanges collectifs avec leurs pairs. Et donc, ils ont décidé de mettre en place ce qu'ils ont appelé un comité exécutif de l'encadrement, donc une forme de réunion de travail, un niveau collectif qui intègre ce niveau de responsable de site. Et ça, c'est une action pérenne qui n'est pas liée à la crise sanitaire. Voilà. Très bien, merci Emmanuel pour ce témoignage passionnant. Alors, pour ma part, j'aurais plein de questions, mais on va regarder déjà celles des internautes. Alors, une question effectivement sur techniquement, comment vous avez fait ça à distance, j'imagine, avec la problématique voilà, de la période et de la j'allais dire de confinement où on était au mois de novembre. Est-ce que c'est possible donc, du coup à distance? Qu'est-ce que ça pose comme problème ou comme intérêt aussi?
finalement, d'animer ces séances à distance. On voit bien que pour les réunions, c'est déjà pas simple, mais alors là, pour ce type, effectivement, d'approche, de réflexion, de partage, comment on s'y prend et avec quel point d'attention? Alors, moi, je reste convaincue, effectivement, qu'on ne fait pas la même chose à distance qu'en présentiel, mais l'expression est quand même possible. Alors, elle est possible en ciblant bien les objectifs et en multipliant les canaux d'expression. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé à la fois, évidemment, la parole, qui nécessite un tour de table très structuré, mais aussi des systèmes de post-it avec donc l'animateur, nous en l'occurrence, qui peut trier les post-it par thème, par exemple, et donc ce qui permet aux gens de rebondir sur des sujets qui émergent. Des systèmes aussi de prise de notes par l'animateur, c'est-à-dire que les gens parlent, on prend des notes, ce qui permet de trier aussi les choses et de réagir par rapport à ça. Et puis, effectivement, les réunions n'étaient qu'un temps dans la démarche. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas des réunions, qu'elles soient des réunions à distance, qu'elles soient un lieu d'élaboration de solutions. C'était un temps de recueil de la parole, dans lequel il y avait des éléments de synthèse, mais qui étaient d'abord centrés sur le recueil de la parole. Et le comité de pilotage, ensuite, se saisissait de ça pour construire des pistes, puis revenir vers les salariés, et puis... D'accord. Alors, à propos justement des pistes, une question là, effectivement, qu'est-ce qu'on fait finalement de ce qui sort de ces temps et notamment là, par rapport aux espaces bien-être qui ont été mis en place. Donc, quelles ont été les réponses faites durant les séances bien-être, nous demande Anne. Par rapport aux expressions des émotions, du stress, comment la structure, l'entreprise peut prendre cela en charge? En fait, l'idée, c'est de le prendre exactement de la même manière que ces 4 premières réunions que nous avons animées. C'est-à-dire d'avoir une animation en interne qui permette une expression des salariés, que cette expression fasse l'objet à intervalles réguliers d'une restitution très synthétique vers les salariés, déjà pour partager, tout simplement, et puis nourrissent la réflexion du comité de pilotage pour éventuellement construire des nouvelles actions. Et une dernière question, après on poursuivra parce qu'on a un programme bien nourri, donc il va falloir pouvoir vous le présenter. Une dernière question concernant également la mise en œuvre d'une telle démarche. Finalement, au global, combien de temps il faut comment ça a été financé, voilà, et est-ce que la structure a établi un calendrier avant de commencer, ou alors c'est-à-dire est-ce qu'on prévoit l'ensemble, ou alors on y va et puis on verra bien ce qui se passe, et puis ensuite est-ce qu'il y a aussi un engagement quelque part de la direction pour donner suite à ce qui va sortir dans ces échanges. Et là, on rejoint effectivement, je rejoins une autre question par rapport, nous, je comporte sur les espaces de discussion, c'est effectivement un type d'atelier qui rejoint ce principe d'espace de discussion avec toutes les conditions à réunir et les points d'alerte effectivement sur ce type d'échange. Mais je vous laisse répondre, Emmanuel, par rapport à cette mise en œuvre-là, et donc ces quelques points, combien de temps ça a duré, par rapport au financement, finalement, comment ça se passe, et puis l'engagement de l'employeur de donner suite à ce qui est posé comme question ou soulevé comme problème. Alors, je vais commencer par la dernière, l'engagement de l'employeur. Oui, il y avait bien un engagement de l'employeur. Ça s'inscrivait dans une démarche structurée, pilotée, donc direction et représentants du personnel, et l'engagement était bien de recueillir ce qui allait en sortir pour en faire quelque chose. Donc ça, clairement oui. Sur la durée, donc on a pris contact début novembre et on a dû animer toutes les 4 réunions, donc l'ensemble de la partie montage du dispositif, animation des 4 premières réunions devait être terminée à mi-décembre. Donc à peine plus d'1 mois pour se mettre d'accord et déployer. Par contre, alors la restitution du synthèse aux salariés a été assez rapide.
En fait, ils l'ont fait un peu au fur et à mesure. Après chaque réunion, faire des petits éléments de synthèse. Par contre, la décision sur les pistes d'action, c'est un travail qui a été porté par ce comité de pilotage qui a mis un peu plus de temps, donc qui a nécessité tout. Et c'est normal. Donc, qui a été acté en février 2021, relativement récemment. Voilà, sur le financement, donc ça rentre dans le cadre, alors après il faudrait qu'on rentre plus dans le détail, mais l'accompagnement que Quorum propose à ses adhérents est en partie gratuit, en partie payant. Voilà, mais ça reste dans le cadre de l'accompagnement que la mutuelle Quorum propose à ses adhérents. Ce qu'on peut dire à celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés et notamment si vous faites partie avec votre mutuelle du groupe Vive, et posez donc la question à la mutuelle directement. D'ailleurs, avec Nicole, on vous donnera quelques pistes à la fin de ce webinaire sur ce sujet. On va passer directement, merci beaucoup Emmanuel pour ce témoignage qui a été vraiment très riche, très intéressant, et on va revenir du coup sur les points de repère méthodologiques avec Édouard et notamment par rapport à une méthode que nous avons développée avec le réseau Anactara pour aider les entreprises à mettre en place ces retours d'expérience. Édouard, je te passe la parole. Oui, merci Ségolène. Et je vais essayer aussi de faire les liens entre la méthodologie qu'on va vous présenter et puis l'expérience présentée par Emmanuel pour vous montrer comment ça s'illustre, ça se met en pratique. Alors, quelques points sur le retour d'expérience tel qu'on va le présenter aujourd'hui. Évidemment, ça fait des liens avec des démarches menées dans d'autres secteurs, dans l'industrie, etc., où voilà, la culture se porte sur ça. Là, on a essayé un peu de décaler par rapport à ces pratiques-là pour proposer finalement, face à la crise sanitaire, une méthodologie de retour d'expérience qui s'appuie sur un peu les fondamentaux des démarches qualité de vie au travail. On l'a vu, on l'a évoqué, sur les espaces de discussion, sur la participation et la concertation. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va entendre par démarche de retour d'expérience pour ici? C'est donc une démarche d'analyse qui soit collective et aussi individuelle, qui permettent d'impliquer du coup les salariés et les agents au plus près de l'analyse des situations, donc centré sur les situations de travail, qui va du coup se baser aussi sur les éléments factuels, et on va voir comment on peut mettre au travail ces éléments factuels. Un outil, une démarche qui vient, comme on l'a vu, s'appuyer sur les espaces d'expression ou en constituer un nouveau ou dans un certain périmètre. Évidemment, en associant les instances existantes, et ça a été évoqué dans le chat, mais il y a effectivement le lien à faire avec le CHSCT ou les CSE et les CSSCT, comment ils sont associés à la démarche, soit dans le pilotage, soit aussi dans l'animation et dans le suivi. Et puis, comme l'exemple d'Emmanuel l'a montré, c'est finalement aussi un travail en groupe de travail qu'on peut animer à distance ou en présentiel, avec les avantages et les inconvénients qu'on commence à identifier, ne serait-ce que ça a été aussi évoqué dans le chat, la faculté d'animation des groupes qui est différente à distance et pour lesquels on est aussi tous en train d'apprendre finalement comment ça se passe. Alors, un point important sur ces démarches-là, et l'exemple d'Emmanuel le permet de bien le montrer. À quoi ça sert finalement de faire un retour d'expérience? Nous, on identifie deux grands volets, à la fois tirer les enseignements d'une situation passée, et là, on l'a vu, entre les deux confinements, c'était important de prendre un peu de recul pour voir ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a produit pour les salariés et les agents, et en vue de identifier des pratiques qui auraient été performantes, identifier des situations qui auraient été difficiles. C'est aussi un moyen, et il ne faut pas l'oublier, alors en fonction des contextes, de valoriser l'engagement des équipes. On a pu traverser des périodes difficiles avec des situations complexes, et finalement les choses ont tenu, où le travail a été réalisé, où on a dû s'adapter, et le retour d'expérience, c'est aussi un moyen de regarder cette situation et de reconnaître ce qui a été fait et ce qui a permis de tenir et d'identifier du coup les compétences qui ont été mises en place et comment on s'est collectivement organisé.
Mais c'est aussi important de ce regard un peu rétrospectif, d'en faire quelque chose tourné vers l'avenir pour identifier de nouvelles pratiques qui seraient à pérenniser. Et l'exemple d'Emmanuel l'a dit, hein, finalement, à partir d'objets qui étaient fléchés au début autour du télétravail, autour des questions de mal-être dans les ateliers, on a aussi assez rapidement pointé des questionnements autour des liens entre les métiers, des liens entre les acteurs qui dépassaient la situation de crise, mais qui sont maintenant du coup des objets de travail. La crise a parfois cette vertu-là de mettre en avant des difficultés plus anciennes ou des problèmes plus structurels qu'elle permet de traiter. Et donc, identifier des nouvelles pratiques et puis aussi un apprentissage pour se préparer à d'éventuelles périodes de crise à venir, pour identifier, ça a été notamment évoqué dans le chat, comment les enseignements de la période de crise peuvent permettre d'améliorer les plans de continuité de l'activité ou les plans de reprise. Et donc, c'est finalement, à travers ces deux raisons de faire un REX, comment on apprend à construire ensemble des réponses face aux situations difficiles, quel engagement on reconnaît et comment on s'organise pour l'avenir. Alors, du coup, après ces éléments un peu introductifs qui permettent de refaire le lien, une rapide présentation de la méthodologie qu'on vous propose, et puis je vais me concentrer sur les outils qu'on peut mobiliser, qui sont des outils d'animation. Vous l'avez vu, hein, c'est essentiellement un travail d'animation en groupe de travail. Emmanuel a rappelé l'importance du cadrage et du pilotage, notamment paritaire, dans le cadre de ce projet-là, qui permet de donner les grandes orientations, de fixer un peu le périmètre et les moyens qu'on va se donner aussi à cette démarche-là, combien de temps on va se donner, combien de salariés on va associer, quel moyens on va mettre à disposition aussi, hein. Très concrètement, ça peut être ne serait-ce que les moyens d'animation à distance, qui ont été évoqués dans le chat. Du coup, cette phase de cadrage, je ne m'attarde pas dessus, mais elle est importante pour sécuriser la démarche, sécuriser aussi les participants dans la parole qui va être qui va être partagée, dans la finalité aussi. On ne s'engage pas dans une démarche où on fait parler les gens sur des situations difficiles sans s'engager en avance sur la mise en place d'actions ou au moins d'enseignements à tirer, parce que sinon on use la parole finalement et il y a un sentiment de gâchis. Donc c'est important que ce cadrage soit mis en place, et d'où l'importance de le cadrer dès le début, enfin de l'organiser dès le début, mais également sur le cœur de la démarche. Alors je reviens juste sur la première slide. La démarche, elle est un peu en 3 temps. Le cœur de la démarche: partager sur les situations, partager sur le vécu, analyser ces situations, et puis construire pour demain, dans la logique un peu d'un apprentissage tourné vers l'avenir. Alors. D'accord. Donc, juste pour être bien clair, ça ne se fait pas sur une seule séance. Mais là, alors voilà, 3 séances. Là j'ai présenté des phases et pas des séances. C'est important aussi que ce soit réaliste dans l'organisation du travail. Parfois on a besoin de plus de temps pour évoquer sur le vécu, et puis ça va aller plus vite sur la construction du plan d'action. Parfois ça peut être l'inverse, ça dépend aussi du temps qu'on se donne, mais en gros les phases se présentent autour on peut d'expérience, voir autour de, comme l'a fait Emmanuel, 4 ateliers, donc peut-être 4 demi-journées, ou un peu plus ou un peu moins en fonction des objets à traiter. Alors, du coup, pour rentrer un tout petit peu sur les phases, alors, excuse-moi, je rappelle juste à ceux qui nous écoutent, parfois les slides défilent un peu vite. Vous retrouverez bien sûr en téléchargement tous ces supports. Vous pourrez vous attarder un petit peu plus sur certains slides, passer rapidement. Merci. Je te repasse la parole. Merci Ségolène. Comme ça, j'essaie d'intégrer les questions aussi au fur et à mesure, donc ça m'oblige à raccourcir sur certaines slides. Du coup, comment on peut partager et quel est l'intérêt de finalement partager sur la situation? On va essayer de revenir sur la période vécue. Donc on aura déterminé à quel moment la crise ou l'expérience qu'on va essayer d'analyser se situe. Alors là, on l'a fait sur l'exemple sur un peu la période du premier confinement, avec les premiers signes de crise, l'annonce du confinement et puis le déconfinement, et l'intérêt aussi de se partager, et donc en groupe de travail notamment,
un peu à différents niveaux. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'entreprise, de l'organisation? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des collectifs de travail? On a réussi à instaurer des réunions hebdomadaires. Au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à maintenir cet temps collectif, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau individuel dans cette période-là? J'ai eu des difficultés en termes de trop de surcharge ou un peu d'isolement ou parfois trop de sollicitations. Voilà. Et donc, faire le lien sur ce qui se passe pour soi, pour le collectif, pour l'entreprise, et puis faire le lien aussi, et c'est important face à cette situation de crise qu'on a pu connaître, de faire le lien aussi avec les événements extérieurs parce qu'ils viennent déterminer un peu un certain nombre d'actions et on voit bien comme par exemple, on peut être en ce moment tenu par les annonces de déconfinement, reconfinement partiel, etc. Et comment ça vient un peu structurer notre travail au quotidien. Voilà, ça vient tous les jeudis, on a notre petit bulletin. Bon, je ne pense pas le déconfinement dès ce soir, mais en tous les cas, notre rituel. C'est important de pouvoir mettre en perspective, de faire le point individuellement et aussi de le partager sur ces difficultés-là. Du coup, d'où l'importance d'avoir un cadre sécurisant pour la parole et comme Emmanuel l'a rappelé, d'avoir aussi un tiers intervenant, parfois, ça peut être utile pour permettre cette parole plus sereine sur parfois les difficultés qu'on a pu ressentir dans la réalisation de son travail. Donc ça, c'est pour la phase 2 qui permet de partager et d'identifier finalement des situations ou des événements qui vont faire un peu sur lesquels on va pouvoir s'attarder dans l'analyse pour pouvoir après passer donc dans cette phase 3 en fonction effectivement des séquences que vous aurez programmées. Alors, si ça s'affiche, c'est mieux. La phase 3 qui va être la phase d'analyse. Et là, alors, pour celles et ceux qui ont une connaissance des outils Anact, vous retrouverez certaines choses un peu connues. Et je vais quand même préciser. L'idée, à partir de ces événements, de ces situations marquantes, c'est d'identifier collectivement ce qui a fait contrainte et ce qui a fait ressource. Ce qui a nui à l'activité, ce qui a rendu le travail difficile, pénible, fatigant. Que ce soit et quelles conséquences ça a eu aussi sur la santé, sur l'efficacité. Et puis aussi identifier ce qui a fait ressource. Qu'est-ce qui a permis de tenir dans le temps, qu'est-ce qui a permis de maintenir, développer ses compétences, d'être fier de son travail. On a vu aussi parfois des secteurs d'activité où il y avait un engagement fort qui a permis de tenir, qui a permis de faire en sorte que ça tienne. Voilà, comment sont faites d'innover aussi et d'identifier les ressources. Parfois, on avait eu l'habitude de fonctionner à distance, donc ça a été plus facile. Parfois, ça a été plutôt contraignant sur ce niveau-là, etc. Et de cette balance finalement entre contraintes et ressources, finalement, ça va se jouer dans les régulations, c'est-à-dire comment on a réussi à tenir entre ces deux pôles. Et c'est là-dessus aussi où s'est fait l'innovation. Peut se faire l'innovation, peut se faire la régulation collective et comment le travail s'est mené au final. Et donc, c'est à travers un peu rentrer dans cette logique de comprendre les régulations, qu'elles soient individuelles ou collectives, et comment finalement elles ont permis aux entreprises et aux organisations de tenir. Alors j'accélère. Et parfois de les maintenir, notamment on l'a vu. Voilà, exactement. Et du coup, la question à se poser à partir de la compréhension de ces régulations, c'est-à-dire comment on a fait pour tenir entre ce qui nous empêchait et ce qui nous aidait, c'est de réfléchir à, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on veut garder comme régulation. Finalement, on s'est rendu compte que les réunions en visio à distance, même dans une situation plus déconfinée, on pouvait les maintenir, ça permettait d'avoir un flux d'informations et un flux d'échanges fixe. Voilà. À l'inverse, peut-être qu'est-ce qu'on veut plus, ça peut être justement ces temps très longs. Voilà. Donc là, c'est vraiment aussi à analyser en réfléchissant à quels effets on en attend à la fois sur la performance ou sur la qualité du service. Mais aussi quels effets on en attend sur la santé. Donc là, l'outil, il est relativement simple, mais il permet de réfléchir à qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on veut plus, qu'est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on continue à améliorer et qu'est-ce qu'on a fait de nouveau pour valoriser à la fois les régulations, valoriser les réalisations et continuer, voir comment on va pérenniser après ces formes de régulation, avec aussi parfois des régulations qui peuvent être à modérer. L'exemple un peu extrême, c'est parfois un surengagement. On voit par exemple dans le milieu médical ou des soins, un surengagement pour faire tenir parce que la situation est très difficile. Et donc ça tient parce que les soignants s'engagent parfois à l'extrême, quitte parfois à les mettre en danger. Et donc ça peut être aussi des régulations qu'il faut modérer pour pouvoir aussi tenir dans la durée et protéger la santé des salariés. Voilà, donc
cette phase d'analyse et vous aurez les supports, et évidemment, tout est adaptable et adapté à votre main, et puis qui permettent de construire un plan d'action qui soit réaliste. Voilà, et là, on retrouve sur une logique projet, et finalement, l'exemple d'Emmanuel voilà, re-rentre un peu dans, suit cette trame presque intuitivement sur la vocation du REX, c'est quand même de se tourner vers l'action aussi, pour voir comment finalement continuer à améliorer les conditions de travail ou réinterroger les conditions de travail à l'avenir à l'aune de la crise. Voilà, alors juste... Bien sûr, alors quelques points effectivement de vigilance. Qu'est-ce qui peut être difficile ou délicat? C'est pas une démarche anodine, donc c'est une démarche exigeante d'un point de vue aussi collectif, c'est-à-dire qu'on va demander aux personnes de s'exprimer sur leur vécu, sur leur situation. Donc ça, c'est toujours des démarches à mener de façon on va dire vigilante par rapport à ça, sans chercher forcément à se focaliser sur les dimensions parfois critiques ou extrêmes, que ce soit de souffrance grave, etc., qui, si elles sont importantes à traiter, sont pas forcément à traiter ici, parce que parfois ça va bloquer l'expression et ça va focaliser l'attention parfois sur des contraintes, et quitte à parfois masquer les ressources. Donc il y a une exigence là qui fait appel à l'évocation d'événements passés, comme je l'ai écrit, et du coup, c'est aussi parfois les souvenirs sont partiels, parfois ils sont pas partagés. L'intérêt de la frise, c'est aussi de les mettre en discussion, mais parfois aussi de faire dissensus. Et il faut acter que parfois on n'a pas vécu la même chose, on n'a pas vécu la crise de la même façon, par exemple, et qu'il faut pouvoir l'acter. Et voilà, une démarche. Alors, il peut y avoir la crainte d'ouvrir la boîte de Pandore en disant, finalement, on va évaluer ce qu'on a fait et on va se poser la question de qu'est-ce qui s'est mal passé. Il faut être vigilant c'est vrai que ce n'est pas une recherche de responsabilité. Il ne s'agit pas d'incriminer un tel ou un tel, mais aussi de pouvoir tirer les enseignements. Et donc là, l'importance du cadre qui est posé au début et du périmètre qu'on se donne, et aussi parfois des objets qu'on va essayer de traiter. La question s'est posée pour Quorum sur, on va proposer la question du télétravail, la question du maintien du collectif, la question de la souffrance aussi, j'en ai oublié le quatrième. Mais ça peut être des objets à travailler, ou ça peut être aussi des objets plus larges avec plus de flou. Voilà, et puis en dernier point, voilà, sur les éléments clés à retenir, s'il y avait 4 choses à retenir: le cadre de la démarche, tourner vers l'action, et puis inscrire le REX comme pratique récurrente, on va dire, c'est-à-dire aussi ancrer une culture de la réflexivité dans les organisations, c'est-à-dire prendre le temps ou s'organiser pour tirer les enseignements de ce qu'on fait pour construire la suite. Et en ça, il faut reconnaître que l'action d'un tiers intervenant, alors qui peut être un tiers interne en fonction des structures, facilite la mise en œuvre de la démarche dans l'expression de la parole et dans tenir le cadre un peu avec le pilotage. Et là, on refait le lien avec les instances aussi du dialogue social et qui vont finalement acter ou décider un certain nombre de choses. Et j'ai fini. Ok, alors effectivement, merci Edouard pour tous ces éléments. Voilà, donc j'allais dire dresser de façon assez concise, parce qu'on n'a pas le temps d'aller trop dans le détail. On a de nombreuses questions, notamment, je vois, autour des comités de pilotage. Donc, finalement, faut-il vraiment un comité de pilotage, et qui on met quelles sont les personnes dans ce comité de pilotage? C'est à la fois Edouard, ou peut-être Emmanuel aussi peut répondre. Alors, le comité, je vais commencer, peut-être Emmanuel pourra compléter aussi à l'aune de l'expérience au Quorum. Le comité de pilotage, il a vocation il ne s'agit pas de recréer une usine à gaz, mais avoir les acteurs, soit côté de direction et aussi côté représentants du personnel, et c'est important, qui vont pouvoir être en mesure de cadrer la démarche, c'est-à-dire de valider les orientations. Donc, ça peut être un comité de pilotage relativement restreint, sur côté direction, représentant RH, représentant CSSCT ou CSE en fonction des organisations, qui vont pouvoir collectivement construire le cadre. L'important, c'est les battants autour des membres du comité de pilotage, que les moyens qui lui sont donnés pour acter après les décisions et les faire appliquer pour que la démarche soit finalement validée derrière. Et ça, c'est la direction qui va cadrer. D'accord. Alors, Emmanuel, vous avez parlé d'un comité de pilotage, de SQVT.
est-ce qu'il existait préalablement à votre intervention? Est-ce que ça a été le même? Est-ce qu'il a été modifié? Il existait préalablement. Nous, ce qu'on préconise, c'est effectivement toujours qu'il y ait un comité de pilotage. Parfois, il a par exemple exactement la même proposition que la CSSCT ou que le CSE, mais il se réunit avec un objectif précis qui est celui de piloter l'action et pas un point parmi tant d'autres dans les séances du CSE ou de la CSSCT. Et donc, le fait que les gens se réunissent avec comme projet commun de piloter cette action, c'est un point d'appui voilà, qu'on trouve très, très important. Donc, que le comité de pilotage existe formellement, c'est le plus important. Là, il se trouve en l'occurrence que dans cette association, le comité de pilotage préexistait et s'est saisi de cette question-là, mais a pour vocation d'être quelque chose. Alors, c'est un comité de pilotage direction CSE tout à fait classique, mais avec une vocation d'avoir un échange. C'est pas les réunions classiques du CSE, donc il n'y a pas d'enjeu de consultation formelle, etc. C'est un échange qui est plus libre, plus souple et plus fluide. Les réunions n'ont pas besoin d'être convoquées formellement. Ils peuvent se mettre d'accord s'il y a besoin de se voir pour échanger de quelque chose. Et par contre, le CSE reste l'instance de consultation sur ces questions, c'est-à-dire que régulièrement, il y a un compte-rendu formel qui est fait au CSE et un avis formel du CSE sur les actions en cours. D'accord, merci. Donc, si je comprends bien, c'est les mêmes acteurs que le CSE, simplement, ça là, se joue différemment. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, ok. D'accord, très bien. Je voulais revenir juste sur une question aussi sur l'intervenant, le fait de faire appel à un tiers intervenant, ou est-ce que ça peut être quelqu'un de l'entreprise, ou quelles précautions faut-il avoir voilà, parce qu'on voit bien que c'est une animation un peu particulière. Quels sont les points d'attention à avoir? Comment vous voyez, que ce soit Emmanuel ou toi, Édouard, ce rôle d'intervenant et les précautions ou les compétences, les choses à bien maîtriser par rapport à cet exercice qui peut être délicat parce qu'on joue aussi sur le registre du vécu, donc forcément de l'émotionnel, d'autant plus en je peux peut-être commencer avec quelque chose de plus contextualisé et puis ensuite voilà, pour généraliser ou avoir une vision plus globale. Nous, ce qu'on constate donc dans les structures avec lesquelles on travaille, qui sont des associations, des mutuelles, beaucoup ont mis en place ce type d'action sans intervenant extérieur et ça fonctionne très bien. Que l'intervenant, parce qu'il y a avant cette situation une pratique de dialogue, une structuration justement du pilotage des démarches qui est très organisée. Et pour cette association-là, dont je vous ai raconté un peu le parcours, la DRH était demandeuse d'avoir un appui de méthode, mais en fait, ça n'a été qu'un temps dans leur action. Et aujourd'hui, ils continuent en ayant peut-être renforcé leur savoir-faire d'un point de vue méthodologique, mais ils continuent sans appui extérieur. Donc, je pense que l'appui extérieur est intéressant. Je ne dis pas le contraire. On a été, et je pense que notre intervention a été utile, mais n'est pas toujours nécessaire. Et en tout cas, nous, la manière dont on se positionne, c'est qu'on a vocation à se retirer. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à se substituer aux légitimes acteurs internes de la structure, mais à leur apporter un appui de méthode et de contenu en fonction des besoins à un moment donné, mais pour qu'ils s'en saisissent et qu'ils puissent continuer sans nous. D'accord. Alors, juste pour précision, du coup, j'ai bien saisi cette volonté de transfert finalement de la méthode, de la posture à des acteurs internes pour faire sans vous, pour faire seul, en toute autonomie, et que ça puisse perdurer et être une action pérenne portée par la structure. Et
Alors, qui dans l'entreprise peut assurer cela selon vous? Est-ce qu'il y a des profils ou des acteurs plus que d'autres? Alors, je ne parlerai que de ce que je connais, c'est l'économie sociale, en particulier le secteur associatif. Il y a rarement des personnes qui sont avec une mission sur ces questions de santé au travail, de qualité de vie au travail en interne, mais ça arrive. Donc, quand il y a une personne désignée, elle peut être le porteur en termes de pilotage méthodologique. C'est souvent quelqu'un du service RH, mais c'est assez variable. Il est même arrivé dans des associations avec lesquelles on a travaillé que ce soit un représentant du personnel qui porte la démarche d'un point de vue méthodologique, sachant que nous, on insiste beaucoup sur le fait que le pilote n'est pas le seul acteur. Le pilote est vraiment le garant du fait que les réunions sont convoquées, que elles sont préparées, que voilà, le garant la personne qui porte le cadre. Mais le pilotage est quelque chose de collectif, de participatif. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Très bien, merci. Alors, pour compléter, puis pour réagir sur quelques questions aussi du chat, effectivement, la question d'intervenant interne, elle est aussi dépendante de la taille de la structure. Et donc, pour les TPE, c'est parfois plus difficile d'avoir les compétences et d'avoir aussi le temps. Et il me semble que le rôle de l'intervenant, qu'il soit externe ou interne, c'est vraiment d'avoir un apport méthodologique pour tenir ce que le cadrage politique ou stratégique va proposer. Donc ça c'était un premier point. Et alors, si je reviens un peu sur la question du cadre qui était adressé dans le chat, quand on dit l'importance du cadre, il est à la fois à poser en amont sur les objectifs qu'on va se donner collectivement en faisant finalement un retour d'expérience. Les objectifs aussi, le cadre d'animation qu'on va se donner. Voilà, les séances, le nombre de séances, qu'est-ce qu'on va formaliser en écrit, en audio, etc. Qu'est-ce qu'on va garder et aussi prévoir dès l'amont l'aval, ça c'est ce qu'on préconise aussi le plus possible. Qu'est-ce qu'on va faire de ce qui va sortir de ce REX-là, et ça il faut l'ancrer dès le début pour associer et que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde vers où on va aller ou vers où on peut aller sans effectivement préjuger des résultats des travaux collectifs, mais c'est important que les acteurs, que ce soit au sein du comité de pilotage ou les salariés et les agents qui sont associés après, qui sont invités à s'exprimer finalement, soient à peu près au clair sur à quoi va servir tout ça et qu'est-ce que ça va venir potentiellement transformer ou pérenniser dans leur travail. Donc ça c'était un peu là-dessus. Pour aussi avoir en tête que le REX c'est pas un outil en tant que tel de gestion de crise. Et donc c'est pas un outil finalement qui va venir ou une démarche qui va venir gérer les situations extrêmes. Moi j'aurais tendance à préconiser plutôt de le mobiliser sur des situations on va dire tièdes pour avoir la capacité à prendre le recul. Et ça l'intervenant lui il pourra aussi sécuriser ça. Pour la gestion de crise il y a d'autres façons de travailler, il y a d'autres choses à faire. Pour la gestion de situations difficiles ou de souffrances fortes il y a d'autres choses à faire. Le REX il est là voilà un peu plus pour tourner vers l'action et l'amélioration sur le long terme. Sur le court terme, il y a d'autres options à privilégier. D'accord. Alors, du coup, je fais le lien avec une question là, posée par Vincent. Du coup, est-ce qu'on peut inscrire cet outil, le REX, notamment dans une pratique récurrente pour l'élaboration du bilan annuel de SSCT finalement, quoi, plutôt que juste l'utiliser à l'occasion de la crise sanitaire. C'est ce qu'on invite aussi à faire. Et finalement, la crise nous permet de reprendre conscience de l'importance de ces démarches-là. Alors, sur le bilan annuel du SSCT, à voir, ça dépend aussi des structures, parce qu'ils sont évidemment tous pas tous aussi riches, on va dire, mais disons qu'il permet de prendre des objets de travail à partager avec le CSSCT. Et du coup, en les faisant récurrentes, c'est aussi inscrire à la fois dans les pratiques managériales ou les pratiques de l'entreprise et aussi dans les pratiques du dialogue social, de suivi des situations, la capacité à s'interroger collectivement sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vécu, quelles difficultés on a eues, qu'est-ce qu'on a appris et comment on améliore.
Et donc, en soi, là, le REX, il permet, sur un objet qu'on a tous en commun, qui est le vécu d'une crise, le vécu d'un confinement ou de travail ou de chômage partiel et de travail finalement contraint, de commencer à travailler, à se mettre ensemble au travail pour réfléchir sur ces objets-là. Et après, effectivement, il a intérêt à venir nourrir les travaux du CCCT, que ce soit jusqu'au bilan annuel. Voilà, ça dépend des contextes et des rédactions de ces bilans. Très bien. Merci Emmanuel et Édouard pour tous vos apports, que ce soit en termes de témoignages ou en termes d'appui méthode pour mettre en place ces règles. Alors, nous sommes, j'allais dire, en fin de webinaire. Simplement, avec Nicole, on souhaitait vous en dire un petit peu plus, finalement, sur qu'est-ce qu'on pouvait vous apporter pour aller plus loin. Déjà, peut-être juste un petit focus sur pourquoi Vive et l'ANACT travaillent ensemble depuis de nombreuses années maintenant. Alors, c'est vrai que l'ANACT, nous, on est j'allais dire, un organisme de l'État, une agence, un EPA, ce qu'on appelle, un établissement public d'administration, donc une agence sous tutelle d'un ministère du Travail. Donc on réfléchit, on conçoit des méthodes pour l'amélioration des conditions de travail. Et c'est vrai que ce sujet des conditions de travail est quand même à l'interface de problématiques de travail et d'emploi. Et dans nos missions, nous devons diffuser tout cela, des outils, des méthodes, des enseignements au plus grand nombre. Nous sommes, j'allais dire, en effectif quand même restreint, donc nous devons nous appuyer sur des partenaires tels que les complémentaires de santé qui sont elles-mêmes présentes sur les territoires au plus près des entreprises et notamment des PME. Donc effectivement, pour nous, c'est une façon de pouvoir diffuser nos outils et nos méthodes au plus grand nombre et de pouvoir vous accompagner aussi, vous, les entreprises, parce que nous ne pouvons pas malheureusement être partout, même si des ARACT peuvent vous accompagner sur vos territoires. Donc effectivement, depuis de nombreuses années, on intervient, les partenaires avec le groupe Vive et ses différentes mutuelles, notamment Quorum, aussi Harmonie Mutuelle, mais aussi la MGEN. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Parfois, on peut lancer des expérimentations sur des thématiques émergentes, c'est-à-dire qu'on va intervenir dans des entreprises pour explorer, mettre en place des méthodes, capitaliser, les ajuster, et une fois qu'elles sont au point, les diffuser au plus grand nombre, avec des guides. Alors effectivement, on a produit un certain nombre de guides, notamment avec des mutuelles, des structures du groupe Vive sur les risques psychosociaux, mais aussi sur la prévention des TMS. On a mis en place, notamment avec la MGEN, une plateforme dédiée à la fonction publique et la santé au travail sur la fonction publique. Je vous invite à aller la rejoindre, on va vous la mettre dans le chat. C'est une plateforme qui permet de tout savoir, notamment sur les TMS et les risques psychosociaux, et plus largement, pardon, j'ai dit les TMS, c'est une erreur. Je vais trop vite sur les RPS et sur la qualité de vie au travail. Donc, vous aurez des repères méthodologiques, vous aurez des témoignages d'entreprises, voilà, à votre disposition. Plus concrètement, donc contextualisé dans un déploiement de la fonction publique sur ces trois versants. Et puis également sur les TMS, mais les TMS, on l'a fait avec le groupe Quorum, une plateforme qui s'appelle, Emmanuel Paradis était extrêmement impliqué pour la mise en place de cette plateforme qui s'appelle vouspreférez.fr et qui vous permet aussi de mieux comprendre ce qui se joue dans les TMS et comment on peut effectivement agir sur ce sujet. Du coup, je vous passe la parole, peut-être Nicole, si vous voulez compléter. Merci Ségolène. Écoutez, effectivement, vous avez bien traduit notre partenariat au long cours, qui nous permet de consolider l'expertise terrain, que Emmanuel a pu bien traduire, l'expertise terrain qui aujourd'hui est opérée par une soixantaine de préventeurs sur l'ensemble des mutuelles
qui compose l'ensemble du groupe Vive, qui, vous l'avez compris, va du secteur de l'interpro, de l'ESS, jusqu'au champ de la fonction publique d'État et territoriale. Donc, une offre d'intervention riche. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos actualités sur différents médias. Le premier, le site du groupe vive.fr. Et également, si on veut faire un focus par rapport à nos échanges de ce matin, tout le contexte en lien avec les problématiques réglementaires, les impacts de la crise sanitaire, nous avons développé une plateforme dédiée à la problématique là, de la crise Covid. Donc, vous pouvez y retrouver nos outils qui ont été développés. Vous en avez quelques illustrations ici sur cette diapositive. Voilà, aussi bien des dispositifs qui vont pouvoir s'adresser à des employeurs, à des fonctions RH, managers et collaborateurs, puisque l'idée, c'est vraiment de pouvoir œuvrer auprès des différentes parties prenantes pour plus de santé et de qualité de vie au travail. Et puis, il y avait une question sur le chat, notamment par rapport à ces différents contextes, comment intervenir finalement quand on est collectivité territoriale. Ben, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre référent mutuel, par exemple de la MNT. Vous le verrez, Ségolène le rajouté dans le chat, les dispositifs d'information, les dispositifs d'intervention ne sont pas si différents que ça. Et on a la possibilité de pouvoir également vous accompagner dans ces contextes-là. Voilà, en termes d'éléments. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous avez effectivement une adresse mail, dsp-dsqvt@groupe-vive.fr. Donc à nous, au niveau du département, et puis également auprès de vos référents mutuels. Exactement. Alors, en ce qui nous concerne, nous, l'ANACT, là, je vous ai mis simplement quelques ressources que vous retrouverez sur anact.fr sur ce sujet des REX. Bien sûr, pour certains d'entre vous, vous avez fait le lien avec les espaces de discussion. Donc, nous avons un kit méthodologique « Comment animer des espaces de discussion ». Vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site. Il y a également un guide pratique développé par l'ARACT PACA sur la mise en place des groupes d'expression en période de crise, donc des REX, comment s'y prendre. Donc, vous pourrez également télécharger soit à partir de notre site anac.fr, soit sur le site de l'ARACT PACA. Et puis, nous vous proposons aussi une formation pour les futurs animateurs de ces espaces de discussion et donc de la mise en place de ces REX. Donc une formation de 2 jours pendant laquelle on vous livre des techniques d'animation. On travaille sur la posture d'animateur qui est effectivement une posture un peu particulière par rapport à celui d'un animateur de réunion classique. Voilà, ceci le 26 et 27 mai prochain, c'est une session en octobre. On avait prévu de faire ça en présentiel parce que effectivement, je pense que ça a fait appel à des techniques de relation. Donc, c'est plus aisé de le faire en présentiel. Si toutefois la crise perdure, on ne souhaite pas trop, mais bon, voilà, on s'adaptera et on vous proposera une formule en distanciel et notamment sur comment animer des espaces de discussion à distance. C'est en gestation chez nous, donc bientôt vous le retrouverez sur le site de l'ANACT. Ici, on vous le pointe sur la plateforme dont on vous a parlé tout à l'heure, la plateforme donc, que nous partons en partenariat avec le groupe MGEN. Nous avons une nouveauté avec une page dédiée au REX dans le contexte de la fonction publique. Donc, n'hésitez pas à aller visiter cette plateforme et vous retrouverez toutes les informations. Voici, nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous avons un petit peu débordé, il est 12h09. Je vous remercie pour toutes votre attention pour vous qui nous avez écoutés. Je remercie particulièrement Emmanuel, Nicole et puis aussi Édouard pour m'avoir accompagné, vous avoir délivré tous leurs messages, témoignages et apports. Vous pouvez noter ce webinaire et puis vous pouvez nous retrouver également dans de futurs webinaires à venir sur notre chaîne WebIKEO. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Merci Emmanuel. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.